La question qui nous a vraiment intéressés ici et qui a été soulevée par plusieurs des intervenants d'aujourd'hui, c'est de savoir si, dans un cadre où la presse est dans un environnement où il y a énormément de transformations, des transformations rapides, la question est de savoir si le rôle de l'État et des pouvoirs publics est adapté à ces changements et si elle est toujours adéquate aujourd'hui. Plusieurs chercheurs ont souligné que ce n'était pas le cas, et notamment ici Rasmus Klein Nielsen, qui a écrit un article dont la conclusion était que les aides d'État, généralement en Europe, étaient restées gelées à à l'industrie du siècle dernier et n'étaient plus du tout adaptées aux conditions dans lesquelles les entreprises de presse évoluent aujourd'hui. Donc, pour répondre à cette question, on a décidé d'aller voir vraiment les acteurs du secteur de la presse quotidienne en Belgique francophone. Principalement les éditeurs qui sont historiquement présents dans la presse quotidienne. Donc, les groupes Rossel, IPM et Éditions de l'Avenir, qui fait partie du groupe Netis. Donc, on est allé rencontrer leurs patrons pour avoir leurs avis. Pour avoir un avis un petit peu différent, on a aussi rencontré le seul pure player qui est présent sur le marché francophone belge, qui est Newsmonkey. Et on a aussi rencontré l'association des éditeurs de journaux et l'association des journalistes professionnels, donc qui représente les journalistes. On est enfin aussi allé voir du côté des annonceurs et du secteur de la publicité pour avoir un son de cloche différent. Voilà. Pour répondre à cette question qui est quand même essentielle, on va aborder différents types d'aides. On va commencer par les aides indirectes. Alors, il faut savoir qu'au niveau des aides indirectes, la première aide qui saute à l'esprit, c'est évidemment l'aide qui consiste à la livraison donc, des abonnements chez les domiciles des abonnés. Cette aide, chaque année, donc, le gouvernement belge, au niveau fédéral, accorde donc 200 millions d'euros à la société Bipost pour s'occuper de ce service. Il faut savoir donc qu'au départ, donc, cet accord était dans le cadre du contrat de gestion qui était signé tous les 5 ans. Il y a eu donc des changements en 2013, puisque l'Europe a décidé de libéraliser donc, le secteur du transport des abonnements chez le lecteur, chez le domicile des abonnés. Et donc, il y a eu un appel d'offres qui a été lancé en 2015. Et il y a une seule société qui a répondu à cet appel d'offres, c'était Bipost. Donc le contrat actuel vaut de 2016 à 2021. Deuxième aide indirecte, et ici c'est intéressant de le mentionner, c'est tout ce qui est lié aux droits d'auteur. Il faut savoir que les journalistes ils peuvent être payés donc soit en salaire, soit en droits d'auteur, soit une combinaison des deux. Et depuis 2008, en fait, ce qu'on remarque, c'est que les droits d'auteur sont considérés comme des biens mobiliers. Et donc ils sont taxés à la hauteur de 15%, ce qui constitue une certaine aide pour les journalistes. Le troisième élément, c'est évidemment donc les journalistes bénéficient donc de ristournes, notamment au niveau des transports en commun. Ils ont par exemple le libre passage, ils peuvent utiliser donc le transport du TEC, ou encore donc de la SNCB, c'est inclus dans le contrat de gestion de la SNCB. Dernière aide indirecte, et ici c'est particulièrement intéressant dans le cadre de la transition numérique. Il faut savoir donc que la Belgique applique un taux de TVA donc de 0% sur la vente de produits papier. C'était donc la règle jusqu'en 2016. Et en fait, en 2016, il y a eu un changement à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a eu un accord entre l'administration fiscale belge et les éditeurs de presse écrite pour faire profiter de ce taux de TVA certains produits numériques, sous certaines conditions, dans le cadre d'offres groupées. Et donc, vous voyez ici donc les offres groupées, bundle offer. En quoi ça consiste? Tout simplement, ça consiste à vendre un premier produit, donc la presse papier, qui est taxée à 0%, et de vendre à ce produit un second produit, qui est l'abonnement numérique. Et par assimilation dans les règles fiscales belges, on applique la TVA donc de 0% sur le produit numérique. Et c'est d'ailleurs quelques exemples ici avec donc l'Avenir qui propose d'acheter le journal papier une fois par semaine et à côté d'avoir un abonnement numérique. Ça existe également du côté du soir. Voilà au niveau des aides indirectes.
Donc après, les aides indirectes qui se situent vraiment au niveau fédéral dans la structure de l'État belge. Il y a les aides directes qui, elles, se situent à un autre échelon, qui est l'échelon communautaire, donc qui ne concerne que la Belgique francophone. Ici, et alors on voit ici peut-être la chose importante pour mettre en contexte ces aides directes, c'est que les aides à la presse représentent finalement très peu de montants globaux qui sont dédiés aux médias. Et on voit ici, c'est le budget général, global pour les médias de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour l'année dernière. Et on voit que vraiment la plus grosse partie va à une dotation pour la RTBF, donc pour les services publics en Belgique francophone, et que le dernier point qu'on voit, l'aide à la presse, ne représente que 3% de ces montants. Alors cette aide à la presse, ça représente 8,6 millions. La majorité d'entre eux sont dédiés au centre d'aide à la presse, mais il y a un peu moins d'1 million qui est dédié notamment pour l'Association des journalistes professionnels, le Conseil de déontologie ou un fonds pour le journalisme d'investigation. Mais donc, on va se concentrer ici surtout sur ces gros morceaux, ces 91%, qui représentent 7,7 millions, plus ou moins. Et donc, comment ils se répartissent entre les acteurs du marché. Donc ici, vous voyez un camembert. C'est pas réalisé à partir des chiffres réels qu'on a. C'est vraiment dans le décret qui prévoit comment les aides directes sont distribuées. Ces critères ont ce poids-là. Donc il y a 48% qui sont dédiés, donc un critère qui vaut pour 48% des montants globaux, qui essaye de faire bénéficier les entreprises et les journaux qui emploient le plus de journalistes professionnels salariés à plein temps. Donc c'est vraiment une aide qui bénéficie à l'emploi des journalistes. Alors le second critère, c'est un critère qui vise à soutenir la diversité et qui vaut pour 40% dans la distribution globale de ces budgets, et donc qui bénéficie surtout aux journaux les moins rentables sur le marché. Alors on a ensuite une aide qui représente maximum 5% de ces budgets, qui est dédiée à la création de nouveaux journaux et qui, d'après l'Association des éditeurs, n'a jamais été utilisée depuis la création du décret en 2004. Alors il y a 5% aussi qui sont dédiés à l'incitation à la lecture dans les journaux. Donc ça, c'est pour financer l'achat par les écoles de journaux et pour inciter les jeunes à lire la presse. Et enfin, il y a 2% du budget qui sont dédiés à l'adaptation aux nouvelles technologies de communication. Et donc c'est notamment là-dessus qu'on s'est dit que c'était peut-être un petit peu peu vu le cadre dans lequel la presse doit évoluer aujourd'hui, mais on verra que ça se nuance. Et donc concrètement, comment ces fonds-là se répartissent entre les éditeurs en Belgique. Donc on voit ici Rossel en bleu qui est divisé entre deux groupes, Rossel et Sud-Presse, et IPM en jaune qui est aussi divisé entre La Libre et l'ADH. On voit que c'est vraiment les acteurs traditionnels, historiques en Belgique qui captent la plus grosse partie de l'aide. Et on ne retrouve pas ici des acteurs plus récents comme Métro, puisqu'un des critères pour recevoir l'aide, c'est d'être un journal payant et que Métro est un journal gratuit. Voilà. Alors, on a été demandé donc aux acteurs du marché qu'est-ce qu'ils pensaient de ces aides, est-ce qu'elles sont adéquates aujourd'hui. Et concernant le premier critère, donc qui cherche à bénéficier aux entreprises qui emploient le plus de journalistes, le sentiment général, c'est que ça reste un critère sain et adapté à l'ère du numérique. Pourquoi ? Parce qu'il se situe vraiment au cœur du métier. Les éditeurs doivent produire de l'information. Et un des meilleurs moyens d'assurer la qualité éditoriale, c'est finalement de s'assurer qu'on a une équipe de journalistes qui est derrière. Alors, il y a certaines choses qui pourraient être plus adaptées. Et par exemple, ici, on a eu plusieurs éditeurs qui nous ont fait remarquer que ce critère était adapté, mais qu'il fallait faire attention à ce qu'on mettait aujourd'hui dans journalistes professionnels, qu'il y a énormément de journalistes sur le web qui travaillent uniquement pour faire du bâtonnage de dépêches ou du copier-coller, et que cela ne devrait pas être inclus comme journaliste professionnel. Donc ici, on a par exemple Bernard Marchand de Rossel qui nous dit qu'en effet, ce critère reste adapté au digital, même si on peut faire du 7/7 avec 3 journalistes, c'est de l'agrégation de contenu et qu'on produit pas grand-chose avec ça. Et alors l'autre idée qu'il y avait derrière ce critère, c'est que
finalement, c'est pas ça qui va faire qu'on engage ou qu'on licencie des journalistes et que ça a finalement un impact assez faible sur l'emploi réel des journalistes. Donc ici, c'est le deuxième critère du décret de mars 2004, qui est le soutien donc, à la diversité, qui vaut pour 40%, comme Sandrine l'a bien dit. L'objectif de ce critère, c'est quoi? C'est promouvoir les journaux qui sont les plus faibles économiquement. Alors, comment on calcule pour savoir si un titre est faible au point de vue économique? C'est qu'on prend au niveau donc, des critères du décret, donc la circulation payante divisée donc, par les revenus nets de la publicité avec les produits nets de la diffusion payante. Ce qui est intéressant ici, c'est au niveau donc, du décret qui a été pris en mars 2004, c'est qu'on prend simplement en compte des critères liés à l'économie du papier. On pourrait se poser la question, est-ce que c'est possible d'introduire des critères liés à la diffusion numérique? Et évidemment, la réponse est plus compliquée qu'on ne le pense, puisque vous voyez par exemple ici dans le PowerPoint, donc une réponse de Mediafin, c'est qu'en soi, ce serait très difficile à prendre en considération. Quelles mesures prendre d'audience sur Internet pour introduire le décret? Est-ce qu'on prend la diffusion payante? Est-ce qu'on prend le nombre de pages vues par mois? Le nombre d'utilisateurs uniques? On voit que la réponse est beaucoup plus complexe qu'on pourrait le penser à la première vue. Ça vaut non seulement pour la diffusion, mais ça vaut également pour les autres facteurs économiques liés par exemple à la publicité en ligne. Donc voilà. Et donc le dernier critère qui nous a paru intéressant de vous présenter est celui qui pose vraiment le plus question pour nous au départ. C'est donc ces fameux 2% qui sont dédiés à l'adaptation aux nouvelles technologies. Et effectivement, notre intuition de base, c'était que ce n'était pas suffisant et ça a été confirmé par tous les acteurs du secteur qui nous disent que c'est complètement obsolète. Et la principale raison, c'est parce que leurs investissements qu'eux doivent fournir sur le numérique sont vraiment au-delà de 2% et que ça représente de 2% de leur chiffre d'affaires. C'est vraiment en dessous des réalités économiques de la presse. Maintenant, ça ne veut pas dire que les acteurs en Belgique demandaient un changement à ce niveau-là. Donc il y a un certain paradoxe. Pourquoi? Parce que d'après eux, quand on investit dans la presse, peu importe à partir de quels critères, tant qu'ils reçoivent des subsides, finalement, eux vont de toute façon les réinvestir dans leur transition numérique et dans leur adaptation à ces supports-là, et que finalement, ça a peu d'importance d'aller renégocier ces 2%-là. Investir dans une entreprise de presse, c'est forcément investir dans leur transition numérique. Donc c'était un peu ça le discours. Et en fait, il faut savoir que ces 2%, quand il n'y a aucune demande à ce niveau-là, ils sont redistribués dans le pot commun et finalement, ils sont quand même alloués, mais selon les critères de l'emploi des journalistes. Donc ici, à l'association des éditeurs, on a Catherine Ancio qui nous a clairement dit que les éditeurs ne demandaient même pas ces 2%, ne remplissaient pas un dossier spécifique pour les recevoir parce que les montants étaient tellement faibles que ça ne vaut pas le temps de préparer un dossier administratif spécifiquement pour les recevoir. Voilà, donc oui, c'est tout. Au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a encore d'autres subsides, notamment depuis 2012, le cabinet Marcourt, qui est le ministre des Médias, accorde une aide complémentaire de 635 000 €, d'abord de 2012 à 2013, et ensuite d'1,6 million d'euros à partir de 2014. Il faut savoir que il n'y a aucun texte législatif qui appuie cette aide et que se fait totalement en dehors du décret, malgré le fait qu'au niveau de la distribution de cette aide parmi les acteurs, elle se fait selon les critères mis en place par le décret qu'on vient d'énumérer. En 2016, c'est intéressant de voir ça. Le ministre, en fait, conditionnait l'octroi de cette aide complémentaire à la résolution de la problématique des forums. Il a dit, le ministre, les éditeurs se sont entendus ensemble pour trouver une solution et cette initiative a permis de diminuer les coûts et de mutualiser les coûts entre les différents éditeurs. Donc ça a eu un impact plutôt positif.
Au niveau des aides supplémentaires également, et c'est ici qu'on remarque peut-être des subsides liés donc au développement du numérique, c'est des soutiens liés à la formation des journalistes et la formation des journalistes particulièrement dans des domaines liés voilà, au numérique. Il y a un accord donc, qui équivaut donc, à 150 000 € et il y a 50 000 € qui va à l'AJP spécifiquement pour l'organisation de formations liées au numérique. Finalement, un dernier exemple, c'est des soutiens à des projets ponctuels liés au numérique également. Par exemple, le site que vous voyez ici, donc freelance.be, qui a été financé à la hauteur de 60 000 € par les pouvoirs publics. Ce qu'on peut remarquer ici, c'est que les subsides spécifiques vraiment à la transition numérique sont véritablement très limités comparés aux subsides qui proviennent des anciennes formes. Ce qui est intéressant ici de remarquer, donc à un autre niveau de pouvoir, au niveau des régions, c'est qu'ici on a remarqué donc, le développement véritablement de fonds de subsides qui permettent de financer des projets numériques. Il y a 2 fonds, notamment au niveau de la région Wallonne, Digital Wallonia, qui a permis donc de financer le projet Smart Intelligence, le projet Info Intelligence, qui s'appelle maintenant Smart Content. L'objectif, c'était quoi? C'était de fournir une meilleure information personnalisée pour les consommateurs. Alors, de quelle manière les pouvoirs publics sont intervenus dans ce projet? C'est très simple. Ils ont fourni une avance, un prêt sans intérêt donc aux entreprises de presse écrite qui s'élevait à 12 millions d'euros et qui leur a permis donc, de lancer dans ce projet. Deuxième fonds intéressant, c'est le fonds Innoviris, qui se situe au niveau donc, de la région de Bruxelles-Capitale et qui a permis au groupe IPM de financer 2 projets liés donc, à son développement numérique, et notamment la mise en place d'une plateforme payante. On arrive donc maintenant, on a fait un panorama donc, des différents types d'aides actives donc, du côté francophone belge. Elle arrive donc maintenant à la conclusion. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que on a vu sur certains aspects les systèmes d'aide à la presse provient donc d'un autre monde, c'est-à-dire qui est lié donc à la diffusion payante, papier, diffusion papier de manière générale, et diffusion papier de manière générale, ou qui contribue à l'économie de la presse, mais qui n'est pas spécifiquement dédié donc à la transition numérique. Il y a certains critères donc, qui sont obsolètes. Par exemple, dans le cadre du système d'aide directe, seulement donc, 2% liés à l'adaptation aux nouvelles technologies d'information, adaptation donc, aux technologies de l'information, et voilà, des critères liés donc, à la diversité de la presse qui ne prennent en compte que des critères liés à la diffusion papier. Toutefois, il faut relativiser dans la mesure où, comme Sandrine l'a bien noté, le fait que ces critères soient obsolètes ne signifie pas pour autant que ces systèmes d'aide à la presse ne bénéficient pas aux entreprises de presse écrite, puisque, par exemple, dans le cas du décret donc, de 2004, les aides sont accordées donc, aux entreprises de presse selon des critères qui sont peut-être obsolètes, mais au niveau des montants, les entreprises de presse écrite peuvent les utiliser de la manière dont elles le souhaitent. Vous voyez par exemple ici donc, une citation de l'AJP. Donc, un journal Le Quotidien peut allouer donc, les montants liés à la presse, à l'aide à la presse de la manière dont elle veut. Si elle veut l'utiliser donc, dans la transition digitale, elle le peut. Alors la question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'on va assister à un changement fondamental du système dans les prochaines années? Il ne s'agit pas du tout donc, de faire des prévisions à manière d'un devin, mais simplement à partir donc, de nos entretiens, de se poser la question, est-ce qu'il y a des demandes au niveau des acteurs du secteur pour changer ces systèmes d'aide? En tout cas, il n'y a pas de demande du côté donc, des joueurs, donc des acteurs historiques, dans la mesure où chaque changement de critères pourrait poser des questions au niveau de l'équilibre en fait, entre ces acteurs. Il pourrait y avoir donc certains changements donc, liés à notamment aux revendications d'autres acteurs comme l'AJP, mais ces revendications portent sur certains aspects du décret au niveau des aides directes, mais pas une remise en cause fondamentale. On aura sûrement l'occasion donc, de parler de cette thématique dans le cadre de la table ronde. Alors, une autre force peut-être de changement, ce serait donc au niveau des pure players.
On sait qu'ils sont très peu nombreux en Belgique. On a interviewé donc Newsmonkey, et lui considérait vraiment que le système d'aide à la presse n'était pas du tout pertinent à l'heure actuelle, et qu'actuellement les pouvoirs publics investissaient vraiment énormément d'argent dans une industrie qui était sur le point de mourir. Il y avait un autre élément intéressant au niveau de Métro, qui est donc un quotidien donc, à la diffusion gratuite, qui, selon son éditeur, jouait aussi un rôle politique, un rôle sociétal important, de la mesure où il est utilisé pour apprendre le français, où il est utilisé pour apprendre le français aux immigrés, par exemple. Et le Métro ne bénéficie d'aucune aide au niveau direct, en tout cas. Voilà, donc on n'a pas remarqué une énorme volonté de changement, une réelle remise en cause du système, en dehors des marges vraiment du marché, qui n'ont sans doute pas un poids énorme pour demander ces changements-là. Mais là où on a remarqué une réelle demande, donc ce n'est pas dans le système des aides directes ou des aides indirectes, mais c'est réellement, pour les acteurs du marché, le réel enjeu, c'est de réguler le marché. Et c'est une demande d'autant plus forte que ce sont des acteurs d'un petit marché. Donc ici, on a par exemple Bernard Marchand qui explique que, en gros, les aides directes, c'est sympa, mais elles ne modifient pas l'écosystème dans lequel on évolue. Réguler le marché, c'est bien plus important, parce que plus le marché est petit, plus il a besoin de régulation. Un écosystème d'un petit marché donc, ne permet pas la diversité s'il n'est pas régulé d'après lui. Et donc pour lui, il faut réguler ce marché sur 2 niveaux. Et ce n'était pas le seul, mais c'est vraiment une citation qui résume bien l'esprit dans lequel différents éditeurs se trouvaient. Il y a un niveau national qui est la régulation entre acteurs privés et acteurs publics. Donc ici, il y a l'audiovisuel public, la RTBF, qui pour les éditeurs prend une place trop importante à la fois sur le marché de la vente, parce que la RTBF produit des contenus qu'elle met en ligne gratuitement, alors que les éditeurs essayent de proposer ces contenus et de les faire payer, de développer des modèles payants. Donc pour eux, là, il y a un décalage dans le marché. Et à la limite, plusieurs nous ont dit qu'ils seraient prêts à abandonner tout système d'aide directe en échange que la RTBF ne puisse par exemple plus faire de publicité en ligne. Et c'est intéressant historiquement parce qu'en Belgique, une des raisons qui a amené les pouvoirs publics en Belgique francophone à accorder une aide directe aux éditeurs, c'était en compensation du fait que la RTBF a pu faire de la publicité en radio et en télévision. Donc ici, ils seraient prêts à complètement revoir la philosophie même des aides directes en Belgique francophone. Et alors le second niveau sur lequel il y a une réelle demande, et on en a parlé plusieurs fois aussi aujourd'hui, c'est au niveau international. Et là, les éditeurs se plaignent de la présence de certains acteurs internationaux qui ont complètement modifié la manière dont l'écosystème des médias fonctionne aujourd'hui en ligne, des acteurs comme Google ou Facebook, qui captent une énorme partie de la valeur du contenu qui est produite. Et là, ils demandent vraiment, vu que c'est une bataille, vu les rapports de force d'un petit marché dans un univers mondialisé avec des acteurs comme Google ou Facebook, qui est un ministre des médias qui, plutôt que de réformer le système actuel en Belgique, se fasse vraiment le porte-voix de ces demandes-là au niveau européen. Donc là, c'est une réelle demande des éditeurs. Donc on n'a pas besoin, on a réellement besoin de moyens au niveau européen. Contre la toute-puissance de Google, c'est essentiel et c'est ça que je demande d'un ministre des médias plutôt que des aides directes, qu'un ministre des médias donc, porte ce combat-là. Et alors un autre point fait par Bernard Marchand de chez Rossel, c'est que pour lui, le problème de l'économie digitale, ce n'est pas du tout un manque de moyens, c'est plutôt un problème de la distribution de la valeur. Donc pour lui, l'économie digitale a assez de fonds, assez d'argent, génère assez d'argent. C'est vraiment juste la question de comment on le régule. L'État ne devrait pour lui même pas investir 1 euro dans la transition numérique de la presse parce que ce serait en fait reverser des fonds directement à Google. Ce qu'il faut vraiment, c'est réguler ce marché. Voilà. Donc pour terminer, on a voulu vous proposer quelques suggestions qu'on a entendues. Ce ne sont pas nécessairement des propositions qui sont portées par l'ensemble du secteur, mais des idées qui nous ont paru intéressantes pour lancer un débat.
Donc la première d'entre elles, et c'est une forme de régulation, c'est d'instaurer une forme de redevance Internet, donc un système qui est comparable actuellement à celui de la télévision, où on prélèverait une taxe pour se connecter à Internet, donc que ce soit sur le mobile ou sur le Wi-Fi, mais on prélèverait un montant de ces abonnements ou directement aussi de la vente d'appareils qui permettent de consommer des contenus, donc un téléphone mobile, un ordinateur portable par exemple. Et donc on a ici chez IPM un calcul qui nous dit qu'avec 2 € par mois sur chaque abonnement 4G en Belgique, on pourrait financer toutes les rédactions du pays. Bon, on n'a pas vérifié ces montants, mais c'est l'esprit de cette demande. Alors une autre proposition qui est revenue plusieurs fois, et elle est aussi vraiment liée au fait d'être un acteur d'un petit marché, c'est que les pouvoirs publics aident la presse écrite à mutualiser certains outils et doit vraiment être un partenaire dans la mutualisation, par exemple, de tous les développements informatiques ou tous les développements de programmes ou d'outils qui permettent de vendre, par exemple, les abonnements en ligne, etc. Et que ce sont des outils dont finalement tout le monde a besoin sur le marché et qui pourraient être mutualisés sans mettre en danger le fait qu'on ait des produits différenciés, des produits uniques et des marques vraiment différentes les unes des autres sur le marché. Donc vraiment, il y a une demande que les pouvoirs publics forcent un peu les éditeurs à se mettre ensemble sur certaines questions. Et certains parlaient même des rédactions sportives, éventuellement, est-ce qu'on pourrait en enlever sans affecter la qualité du journalisme, mais peut-être que certaines, même jusque dans la production de l'information, on pourrait mutualiser certains points. Et on a aussi eu l'expression de « c'est un marché confetti », on a tous besoin des mêmes outils et les mutualiser... Donc les mutualiser et nous aider dans ce développement, ça fait sens et c'est ce que notre partenaire public doit nous pousser à faire. Donc ça, c'était le point de vue des éditions de l'avenir ici. Alors, dernière autre suggestion, mais encourager un esprit citoyen et vraiment encourager la lecture dans les écoles pour développer les lecteurs de demain qui seront prêts, eux, à payer leur information. Alors pour les acteurs historiques, c'est peu important qu'on encourage cette lecture sur le papier ou sur des supports numériques. Ils bénéficient déjà de certaines aides dans ce sens-là. Et à partir de l'année prochaine, les écoles auront aussi accès aux versions numériques de leurs journaux. Par contre, c'était beaucoup plus important pour des acteurs plus en marge du marché comme Métro et comme Newsmonkey qu'on oublie le papier et qu'on le fasse vraiment que sur des plateformes numériques. Donc ici, on remarque aussi une certaine différence entre le type d'acteurs. Alors, autre proposition, ce serait de remplacer tous les subsides directs par de la publicité d'État qui ferait des communications citoyennes dans la presse. Ce n'est pas du tout une nouvelle demande de la presse. Ici, et plusieurs intervenants en ont parlé aujourd'hui. Et enfin, pour terminer, une dernière idée, ce serait de diriger toutes les formes d'aide directe à la formation des journalistes sur les nouveaux supports. Et ici, l'argument, c'est vraiment de dire, plutôt que de soutenir l'emploi d'aujourd'hui dans un modèle qui ne fonctionne pas, ce serait d'investir dans les emplois de demain avec des journalistes qui vont fournir une information que les lecteurs seront prêts à payer demain. Voilà.